Dans les 6 capsules éphémères de l'année dernière, on présentait un projet sur la gestion de l'eau avec l'APFFQ dans le cadre du plan d'agriculture durable du MAPAC. On se souvient, 12 entreprises participent à ce projet dans le cas des membres de l'APFFQ. En 2022, nous sommes allés réaliser des diagnostics de la performance des systèmes d'irrigation chez plusieurs de ces entreprises. Nous avons fait plusieurs observations et il est maintenant le temps de vous les partager. Nos observations seront présentées selon le type de système d'irrigation utilisé, soit le goutte-à-goutte ou l'aspersion. Nous sommes donc aujourd'hui à la ferme Onésime Pouliot à l'île d'Orléans avec Lélia Anderson, professionnelle de recherche à l'IRDA, afin de discuter des indicateurs clés de la performance des systèmes d'irrigation, plus spécifiquement pour le système de goutte-à-goutte. Bonjour, oui Félix, je vais parler des indicateurs clés de performance du système de goutte-à-goutte, mais spécifiquement au cas de la fraise et de la framboise au Québec. Au Québec, il y a plus de 500 exploitations de fraises et de framboises qui sont réparties à plusieurs endroits sur le territoire. On avait un projet en partenariat avec l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, avec nous-mêmes, l'équipe gestion de l'eau à l'IRDA, qui visait à améliorer la gestion de l'eau chez les fermes de fraises et framboises. Et dans le cadre de ce projet-là, on a parcouru le Québec d'est en ouest. Si je parle des indicateurs clés de la performance des systèmes de goutte-à-goutte, c'est difficile de ne pas parler du diagnostic de performance, mais ce n'est pas exactement la même chose. Toutefois, il y a un an, on a tourné des capsules sur les différentes étapes à suivre pour mesurer la performance du système d'irrigation dans les systèmes de goutte-à-goutte. Et on va vous mettre un lien vers ces capsules-là dans la vidéo qu'on vous présente en ce moment. Ces capsules-là sont là pour vous renseigner. Puis il existe aussi le guide sur la gestion raisonnée de l'irrigation, dont le chapitre 2 et plusieurs annexes à la fin qui peuvent vous permettre d'évaluer la performance de votre système d'irrigation et vous accompagner d'une certaine façon là-dedans. Faire un diagnostic de performance de son système, c'est important et ça permet de corriger des situations qui peuvent avoir des impacts qui sont de nature agronomique, économique et environnementale. Maintenant que j'ai bien fait la mise en contexte, et avant de vous parler des indicateurs clés de la performance, je vais vous parler un peu du système d'irrigation goutte-à-goutte en général. Le goutte-à-goutte, c'est un système qui a la particularité, comparativement au système par aspersion, de faire des applications d'eau qui sont lentes, qui sont fréquentes, puis qui visent à humecter particulièrement la zone racinaire. Comme on humecte la zone racinaire et non l'ensemble de la surface du sol, qui pourrait inclure l'entre-rang dans un cas d'irrigation par aspersion, par exemple. Alors, c'est un mode d'irrigation qui est plus économique en eau. Ça minimise l'évaporation, le ruissellement, la perte d'eau en profondeur. Ça accroît l'uniformité de l'irrigation en appliquant l'eau directement au niveau du sol et de la zone racinaire. Maintenant que la professionnelle de recherche nous a bien décrit le système goutte-à-goutte, une question demeure concernant un système culturel en particulier. Les framboises en pot sont irriguées directement dans leur pot. Alors dans ce cas, est-ce que c'est de l'aspersion ou du goutte-à-goutte? Voici la réponse de Lélia Anderson. C'est une bonne question que tu poses, Félix. Quand on parle de la micro-aspersion, on parle d'un système de micro-irrigation. Puis le système de micro-irrigation, il y en existe différentes sortes, dont celui que tu viens de mentionner. Mais aujourd'hui, on va focusser sur le goutte-à-goutte parce que pour la micro-aspersion, il y aura assez de matériel pour faire une capsule au complet là-dessus. La micro-aspersion est un monde à part entière, on vient de le voir. Alors revenons au goutte-à-goutte standard. J'ai donc demandé à l'agronome de l'IRDA pourquoi aller vers un tel système. De façon générale, ce qui va influencer le choix vers un système de micro-irrigation et donc aller vers le goutte-à-goutte comme dans le cas d'aujourd'hui, ça va être plusieurs facteurs. On parle entre autres d'une culture qui a une haute valeur commerciale, donc avec laquelle on sait qu'on va atteindre une certaine rentabilité avec l'ajout d'un goutte-à-goutte. On parle d'un contexte où il y a une ressource en eau limitée, car on a dit un peu plus tôt que ça diminuait les quantités d'eau totale utilisées. Ça permet aussi d'éviter de mouiller le feuillage, donc ça permet de venir limiter le développement des maladies. Ça permet aussi d'éviter de mouiller les fruits, donc ça permet de conserver une meilleure qualité du fruit lors de la cueillette. Ça peut aussi aider à la logistique, irrigation auto-cueillette ou tout simplement irrigation cueillette avec nos cueilleurs. Et quand il y a présence d'un paillis de plastique à la surface, c'est sûr qu'il faut aller vers un système de goutte-à-goutte parce que le système par aspersion ne permettrait pas d'humecter la zone racinaire suffisamment. Ça semble un système très intéressant avec plusieurs avantages. Ceci dit, il y a sans doute des choses à surveiller ou des enjeux. Quels sont-ils? Voici la réponse de Lélia. Oui, bonne question, tu fais bien de le mentionner parce que quand on parle de goutte à goutte, on parle de gouttes. Pour réussir à apporter l'eau sous forme de gouttes, l'eau va prendre un chemin particulier dans le goutteur. Ça va suivre un chemin tortueux qui a un peu la forme d'un labyrinthe. Il y a une distance entre l'entrée et la sortie d'eau dans l'émetteur, comme on peut voir sur l'image.
Il peut y avoir différents designs et différentes options possibles. Certains vont avoir des composantes qui vont leur permettre d'être compensateurs de pression, d'autres non. Certains vont avoir une fonction qui vont permettre de faire un rinçage automatique, d'autres non. J'ai questionné la spécialiste en irrigation de l'IRDA quant au principal enjeu par rapport à ce système. Voici ce qu'elle a répondu. L'eau va donc passer par une sorte de canal étroit, ce qui m'amène à une des principales préoccupations avec le goutte-à-goutte, et c'est le colmatage. C'est quelque chose que notre équipe a souvent observé sur les fermes quand elle a fait des diagnostics de performance dans les dernières années, puis au courant du projet qui est en cours. Puis ça peut être causé par différents facteurs. C'est aussi quelque chose qui est important de prévenir, surtout dans le contexte où on a une culture qui va être au champ pour plusieurs années, avec le système de goutte-à-goutte qui va être installé au champ aussi pour plusieurs années, parce que ça affecte la performance du système. La conséquence, c'est que l'eau ne sera pas appliquée en quantité égale sur notre parcelle, puis ça peut avoir des conséquences sur le rendement, parce qu'il y a certaines zones qui vont se trouver en stress hydrique, pas d'autres, ou dépendamment où est notre zone de gestion, donc sur quelle zone on se base pour déclencher l'irrigation, ça pourrait même faire que certaines zones vont recevoir trop d'eau. On va éviter d'avoir cette variabilité spatiale-là. J'aimerais aussi ajouter que comme les engrais sont parfois apportés de façon liquide par le système d'irrigation, une mauvaise uniformité d'application de l'eau va aussi résulter en une mauvaise uniformité de l'application des engrais. On veut donc éviter cette mauvaise uniformité à tout prix. Pour ce, on doit donc connaître les facteurs de colmatage qu'on doit surveiller. Voici la liste de Lily Anderson. En effet, il existe plusieurs facteurs. On parle des algues et des détritus, premièrement, qui peuvent venir se ramasser dans le goutte-à-goutte. Ceux-là sont de matière organique. Et il peut aussi avoir des résidus de matière minérale, comme des particules de sol. Une des façons de bien contrôler ça, c'est d'avoir un système de filtration qui est performant, mais qui ne restreint pas non plus la pression du système pour garder le système dans la pression d'opération dans laquelle il est prévu fonctionner. Mais ça, le sujet de la pression, je vais y revenir un peu plus tard. Normalement, la filtration va se dérouler en 2 étapes. On va avoir un premier élément filtrant au niveau du point de pompage. Donc, à cet endroit-là, ce qu'on va retrouver, c'est la crépine. Et directement après, on va avoir une filtration qui est plus fine, qui va être de type tamis ou moustiquaire. Et un usage qui est assez répandu sur les fermes, ça va être l'utilisation des filtres de type amiade. La taille du maillage du filtre et sa grosseur sont déterminées par l'efficacité de filtration nécessaire et les limites d'opération du système. On peut aussi parfois avoir d'autres types de filtres le long des lignes pour rencontrer des besoins plus spécifiques. Ensuite, la filtration, c'est important, mais même avant de parler de filtration, on peut aussi venir contrôler cette quantité de détritus-là qu'on trouve à la source. Et ça, comment on y arrive? Ça va être en contrôlant, entre autres, la quantité d'algues qu'on trouve dans notre étang le plus possible et aussi en évitant de pomper l'eau qui est dans le fond de l'étang. Et là, la stratégie qui est presque toujours utilisée, c'est de faire flotter la crépine un peu sous la surface de l'eau. On peut tout simplement accrocher notre crépine à une sorte de bouée pour qu'elle flotte un peu sous la surface de l'eau. Pour la filtration et le colmatage, j'aimerais terminer par dire que ça va être important de nettoyer ou de vérifier nos types de filtres assez souvent pour éviter qu'ils deviennent trop chargés en particules et réduisent la pression du système sous le seuil d'opération qui est prévu. Aussi, après l'installation ou après une réparation, ça va être important de venir flusher le système, c'est-à-dire faire une opération de rinçage. Un jeu de 2 manomètres, un avant puis un après le filtre, permet généralement de simplifier le suivi du colmatage du filtre. Si j'ai aucune différence entre mes 2 manomètres, ça va être que mon filtre est propre. Toutefois, si celui qui est situé après le filtre voit sa pression vraiment diminuer, c'est peut-être le temps de nettoyer mon filtre. Et en troisième lieu, pour le colmatage, les systèmes de goutte à goutte sont utilisés pour appliquer des engrais sous forme liquide. Il est important d'utiliser des engrais solubles qui sont compatibles entre eux pour éviter la précipitation dans la tubulure, ce qui crée du colmatage. Par exemple, on ne peut pas mélanger des engrais calcium en concentré avec des engrais qui contiennent des phosphates. Les conséquences du colmatage qui vont résulter d'un mauvais mélange, ils ne peuvent pas être résolus par un bon système de filtration ou un flush du système. D'ailleurs, un document sur les mélanges d'engrais pour la production de fraises et framboises est en cours de préparation. Dans le cadre du projet, il sera ajouté en lien à la fin du vidéo une fois publié. Maintenant, je vais vous parler du design du système. Premièrement, le goutte à goutte, c'est un point d'entrée dans le sol. L'eau va former dans le sol, sous le goutteur, ce qu'on appelle un bulbe d'humectation. Pour l'irrigation en goutte à goutte, en fraises et en framboises, on va surtout utiliser des gouttes à goutte qui sont espacées au 8 pouces ou au 12 pouces. Plus les émetteurs sont rapprochés entre eux et plus on augmente le nombre de points de contact avec le sol. Dans un contexte où on aurait un sol qui serait vraiment drainant, le bulbe il serait de forme plus allongée.
Donc, généralement, dans ces cas-là, on va vouloir augmenter le nombre de points de contact, donc réduire l'espacement entre mes émetteurs. Tantôt, j'ai dit que le choix du système de filtration pouvait avoir un impact sur la pression du système d'irrigation et que je vous en reparlerai. En effet, le système de filtration fait partie des éléments à considérer lors du design du système. Ce qui m'amène à vous dire qu'il faut avoir la pression la plus constante possible le long de nos lignes de goutte à goutte et aussi, il faut que cette pression elle respecte l'intervalle de pression dans lequel elle a été prévue, dans lequel elle est prévue fonctionner. Et lorsqu'on fait un diagnostic, c'est cette pression-là qu'on veut venir valider avec notre tube de pitot. On en sait un peu plus sur l'importance de la pression. Maintenant, je m'intéresse à comment on peut la faire varier. J'ai donc questionné l'agronome de l'IRDA et voici ce qu'elle en pense. En fait, ce qui fait varier la pression, ce sont les pertes de charge. La charge va être maximale à la sortie de la pompe et après, il va y avoir des composantes qui vont restreindre l'écoulement de l'eau en créant de la friction puis qui vont créer des pertes de charge successives qui vont faire que ma pression elle va diminuer progressivement dans mon système. Donc, il faut avoir une pompe qui a une capacité suffisante. Puis, c'est quoi ces composantes-là qui vont créer de la friction et faire diminuer la pression? On parle des tuyaux. Plus un tuyau est petit, plus il va créer de la friction. Plus il est long aussi, plus ça va rajouter une perte de charge. On parle aussi des filtres, on parle des coudes, on parle aussi des réducteurs de pression, bien sûr. Mais on pourrait faire un cours complet sur le design d'un système d'irrigation puis comment gérer notre pression. Mais on peut facilement garder en tête quelques règles du pouce lorsqu'on parle d'un système d'irrigation à goutte pour la fraise et la framboise, mais sans toutefois s'y limiter. Je vous donne donc ces règles-là. Normalement, dans les systèmes culturaux de fraises irriguées en goutte à goutte, si on a des gouttes à goutte qui sont non compensateurs de pression et où on a une bonne uniformité, on se trouve généralement dans des pressions qui vont être entre 8 et 12 PSI au niveau des émetteurs, donc au niveau des tubes de goutte à goutte. Pour la longueur des tuyaux de goutte à goutte, généralement avec de la tubulure 5-8, qui est la plus utilisée dans la fraise d'été, on devrait avoir des sections qui sont d'environ 500 pieds, donc environ 150 mètres. Ayez un régulateur de pression à l'entrée de la parcelle et de capacité suffisante. Par exemple, je ne vais pas installer un régulateur de pression de 12 PSI qui est à 300 mètres de l'entrée de ma parcelle si je vise avoir une pression de 12 PSI au début de cette parcelle-là parce que je vais trop avoir perdu de pression. Pour les systèmes plus permanents, comme la framboise, on va avoir des règles du pouce qui sont un peu plus variables. La pression d'entrée au départ, va influencer la longueur de tuyau de goutte à goutte qu'on peut se permettre, mais en général, il y a aussi une limite dans ce genre de système-là. Les fournisseurs peuvent généralement vous guider par rapport à ces longueurs maximales-là qui peuvent être permises. On va généralement observer des pressions qui sont plus élevées, quand même, qui varient entre 6 et 50 PSI, mais là, il faut se fier à la charte du fabricant. Donc là, la pression de fonctionnement est moins un enjeu, mais on va généralement se retrouver entre 10 et 30. Finalement, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des experts pour ce type de décision et comme je mentionnais, les fournisseurs offrent généralement ce type de service. La pression est importante, on le sait. Mais c'est quoi l'impact d'une mauvaise pression? Avec les gouttes à gouttes ordinaires, le taux d'application, soit le nombre de gallons par heure, va augmenter lorsque la pression elle augmente. On veut une application qui est le plus uniforme possible pour atteindre un confort hydrique qui est uniforme dans notre champ puis avoir des rendements aussi qui sont conséquents. Les chartes de fabricants fournissent d'ailleurs le taux d'application en fonction de la pression d'opération du système. Mais toutefois, il existe des gouttes à gouttes qui sont compensateurs de pression. Avec ces gouttes à gouttes-là, on va plutôt avoir une pression constante sur un intervalle de pression, par exemple entre 5 et 50 PSI. Si on a une topographie importante, ça peut devenir difficile de maintenir une pression constante, donc d'avoir une uniformité d'application dans notre champ. Dans certains de ces cas-là, ça peut devenir avantageux d'avoir un goutte à goutte qui est compensateur de pression. L'experte en irrigation de l'IRDA parle de la topographie. Mais pourquoi la topographie influe autant sur la pression? La topographie, ça va ajouter une charge dans le système, donc de la pression, au fur et à mesure qu'on descend une pente. Si on monte une pente, ça va enlever de la charge, donc ça va enlever la pression dans notre système. Ce qui risque d'arriver plus concrètement, c'est que les parcelles au bas de la pente vont recevoir plus d'eau et celles en haut vont recevoir moins. Physiquement, chaque mètre de dénivelé qu'on va gagner vont correspondre à une perte ou un gain de charge hydraulique d'environ 1,5 PSI. Si j'ai beaucoup de pente, une autre solution que d'utiliser des gouttes à gouttes compensateurs de pression, ça pourrait aussi être de faire des lignes qui sont plus courtes.
On a rencontré un cas dans un projet passé qui était plutôt extrême, avec l'utilisation de goutte à goutte dans une présence de forte pente. On avait une pente de 15 sur une bonne longueur, et dans ces cas-là, ça faisait que les tubes accumulaient tellement de charge hydraulique qu'en bas de la pente, la pression les faisait fendre. J'ai questionné la professionnelle de recherche de l'IRDA comment éviter une situation où la pression devient trop forte dans les tuyaux à cause d'un dénivelé important. Voici son avis. Dans notre système d'irrigation, on va voir les lignes principales sur lesquelles sont connectées les gouttes à gouttes. Donc, avant d'entrer dans une parcelle, ça va prendre un régulateur de pression qui est près de l'entrée des lignes. Si le régulateur de pression est trop loin, on risque de trop diminuer la pression. Sans régulateur, l'eau risque d'arriver dans la parcelle à trop haute pression et pourrait endommager notre système. La pression qu'on a dans la ligne principale, elle va varier durant l'irrigation et d'une irrigation à l'autre. Ça va être dû au temps de mise en charge, au type de pompe qui est utilisé et à la superficie irriguée. Si on décide d'irriguer 2 parcelles ou 3 parcelles, ça va changer par exemple. Ou si on utilise une pompe PTO avec une vitesse moteur qui varie, donc là, la pression dans les lignes principales, elle va vraiment varier. Il existe différents types de régulateurs. Les classiques qui vont simplement réduire la pression à la pression qui est indiquée sur le régulateur. Et les types qui sont un peu plus complexes, par exemple les valves Raphaël, qui vont permettre d'avoir des plus gros débits, puis qui vont être plus polyvalents, qui vont servir à réduire la pression, comme les régulateurs classiques, mais qui va aussi pouvoir faire la fonction de valve et sur lesquels on va pouvoir ajuster la pression à celle qui est désirée. Lélie Anderson nous a présenté les gouttes à gouttes de manière théorique. Elle nous a aussi partagé les principaux enjeux de ce genre de système. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde l'aspect plus technique de l'installation de ce type de système d'irrigation. Fait que là, on est rendu à parler de l'installation du système de goutte à goutte. Lors de l'installation, il y a plusieurs principes à respecter pour le positionnement du tube. Le goutteur devrait être tourné vers le haut. S'il y a des éléments en suspension dans l'eau, ils vont avoir tendance à se déposer au bas du tuyau. Donc, le fait de mettre les émetteurs vers le haut va réduire le risque de colmatage. Lors de nos diagnostics de la performance des systèmes d'irrigation, j'ai observé que certains producteurs choisissaient d'enfouir le goutte à goutte. Est-ce qu'il s'agit d'une bonne technique? Voici ce que la professionnelle de recherche de l'IRDA en pense. Il y a plusieurs producteurs qui choisissent d'enfouir de quelques centimètres le goutte à goutte pour éviter qu'il soit endommagé par les rongeurs. Il ne faut pas l'installer trop profondément, surtout si on a une texture qui est grossière, parce que là, ça pourrait nuire à la bonne humectation à la surface du sol. Pour le positionnement, il faut le mettre assez proche de la zone racinaire. Et selon la texture du sol, si on a un sol qui est vraiment grossier, comme un sable, alors le bulbe d'humectation va être de forme plus allongée. Ça peut être avantageux dans certaines situations de mettre 2 gouttes à goutte en parallèle. Encore une fois, ça me fait penser à une situation qu'on a rencontrée lors de nos diagnostics de la performance des systèmes d'irrigation. Il y avait de la pression en début de ligne, mais pas à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici la réponse de Lélie Anderson. Dans la situation que tu me parles, ce qui s'est probablement produit, c'est que les gouttes à gouttes étaient écrasées dans la ligne. D'ailleurs, ça m'amène à un point qu'il est important d'actionner le système d'irrigation immédiatement après son installation pour mettre en charge les gouttes à gouttes. Cela, ça va être particulièrement vrai dans les sols qui sont lourds parce que ceux-ci peuvent exercer une pression sur la goutte à goutte et l'empêcher de se déployer par la suite. Lors du diagnostic de performance du système, ça va être possible de le remarquer parce que les tubes ne seront pas tous gonflés en bout de ligne ou bien il pourrait y avoir une grande chute de pression même s'il n'y a pas vraiment de raison apparente sur notre site, c'est-à-dire qu'on est sur un terrain plat et qu'on a une longueur qui est adéquate. J'aimerais terminer en rappelant qu'il est important de surveiller les fuites régulièrement sur votre site, voire à chaque déclenchement du système d'irrigation, et que c'est vrai d'ailleurs pour l'ensemble des systèmes d'irrigation. Finalement, merci pour votre écoute et suivez nos capsules pour en apprendre plus sur la gestion de l'eau en production maraîchère et fruitière. Et on remercie les partenaires financiers du projet, sans quoi ce projet n'aurait pas été possible, ainsi que toutes les fermes et entreprises qui sont partenaires au projet. Merci et on se revoit dans d'autres capsules.